Le 2 octobre 2001, dans des aéroports répartis sur 4 continents, le personnel au sol de Swissair a reçu une instruction qu'aucun employé d'une compagnie aérienne ne s'attend jamais à entendre. Cessez d'avitailler les appareils. Le transporteur national suisse, une institution si synonyme de fiabilité que les Suisses eux-mêmes la surnommaient la banque volante, n'avait plus de liquidité. Environ 39 000 passagers se sont retrouvés bloqués à travers le monde. Des avions valant des milliards sont restés immobilisés sur les tarmacs, de Zurich à New York en passant par Sao Paulo. Les pilotes qui avaient pris leur service ce matin-là ont découvert, en plein briefing, que leur employeur n'existait plus sur le plan opérationnel. La maison mère de Swissair avait accumulé plus de 17 milliards de francs suisses de dettes. Une stratégie d'acquisition catastrophique avait épuisé toutes les réserves. Et lorsque le choc financier du 11 septembre a aspiré le dernier souffle d'oxygène de la pièce, Swissair a tout simplement cessé de respirer. Depuis un quart de siècle, l'aviation suisse a accepté une vérité douloureuse. La Suisse est, selon presque tous les indicateurs mesurables, le pays d'Europe où il est le plus difficile d'exploiter une compagnie aérienne. Les coûts de main-d'œuvre y sont les plus élevés du continent. Le pays n'a pas de marché intérieur, mis à part des vols entre Genève et Zurich. Pourtant, Swiss International Airlines, la compagnie née des décombres de Swissair, a généré 502 millions de francs suisses de bénéfices opérationnels en 2025 et a été l'un des moteurs de profit les plus stables du groupe Lufthansa. Cependant, en 2025, ce bénéfice opérationnel s'est effondré de 26,6%. Les marges opérationnelles ont chuté. La compagnie a immobilisé l'intégralité de sa flotte de 9 Airbus A220-100 et a commencé à en prélever les moteurs uniquement pour maintenir d'autres avions en vol. Et elle a offert à son personnel de cabine 15 000 francs suisses chacun pour qu'ils démissionnent volontairement. Mais alors, pourquoi la Suisse brise-t-elle des compagnies aériennes qui prospéreraient partout ailleurs ? Pour comprendre pourquoi Swiss opère avec des marges extrêmement réduites malgré des tarifs parmi les plus élevés d'Europe, il faut comprendre ce qui se passe à l'aéroport de Zurich après la tombée de la nuit. Zurich impose un couvre-feu strict en matière de bruit. Les vols commerciaux sont interdits entre 23h30 et 6h. Et cette limite de 23h30 n'est pas une suggestion, elle est absolue. La fenêtre de 23h à 23h30 n'existe que comme soupape de sécurité pour les vols retardés et même ce court délai de grâce s'accompagne de suppléments financiers dissuasifs. Dès 2027, l'aéroport imposera des redevances de bruit plus élevées pour les longs courriers plus bruyants et pour les vols décollant ou atterrissant après 23h15. Imaginez ce qu'une fermeture stricte à 23h30 signifie pour une compagnie aérienne réseau long courrier. Un simple orage au-dessus de Francfort à 21h. Un retard mécanique sur un gros porteur en provenance de Chicago ou Shanghai. N'importe laquelle de ces perturbations de routine peut se répercuter sur Zurich après 23h et, lorsque cela se produit, la compagnie fait face à un choix binaire. Soit poser l'avion dans les minutes restantes, ou alors le dérouter entièrement vers un autre pays. Il n'existe pas de troisième option. Aucune demande de prolongation n'est possible. L'aéroport ferme. Les écarts par rapport aux routes de départ optimisées pour le bruit déclenchent des enquêtes formelles. Les pilotes peuvent être convoqués pour interrogatoire. Plus de 53 000 riverains de l'aéroport de Zurich ont été classés comme fortement exposés au bruit en 2023, dépassant le seuil autorisé de 47 000 personnes de plus de 6 000. L'aéroport a versé 87,8 millions de francs suisses en indemnités cumulées liées au bruit. Il installe des fenêtres insonorisées dans au moins 200 propriétés chaque année. Des groupes de pression citoyens représentant plus de 80 000 riverains concernés militent activement pour des restrictions supplémentaires. L'environnement réglementaire ne s'assouplit pas, il se durcit. Genève, le deuxième aéroport suisse, fait face à des contraintes parallèles. La direction est sans équivoque dans l'ensemble de l'aviation suisse. Pour Swiss, cela crée un casse-tête horaire impossible. Les compagnies hub dépendent des vagues de correspondance. Les passagers arrivent sur des vols court courrier depuis toute l'Europe, transitent par le hub, puis repartent sur des services long courrier. Mais les vagues de correspondance demandent du temps, et le temps est précisément ce que le couvre-feu de Zurich élimine. Chaque vague de correspondance en soirée doit être achevée avant la fermeture de l'aéroport. Il n'existe aucune capacité de débordement. Aucun départ à minuit pour absorber les retards.
Les compagnies à Heathrow ou Francfort sont soumises à des couvre-feux et restrictions similaires, mais Zurich ne possède pas ce que les deux autres possèdent. La plupart des compagnies aériennes de réseau européen complètent leurs opérations de hub intercontinental par un maillage dense de vols intérieurs d'apport. Air France achemine les passagers depuis Lyon, Marseille, Toulouse, Nice et d'autres villes vers Paris-Charles de Gaulle. Lufthansa collecte le trafic de Hambourg, Berlin, Stuttgart et d'autres villes allemandes vers Francfort et Munich. Ces liaisons intérieures dégagent souvent individuellement de faibles marges, mais elles constituent une tuyauterie essentielle. Elles remplissent les cabines long courrier. La seule liaison intérieure de Suisse ? Zurich-Genève. Cela signifie que chaque passager d'un vol long courrier suisse doit provenir soit directement de la zone de chalandise de Zurich, soit être convaincu de prendre le train jusqu'à l'aéroport. Il n'existe aucun vol d'apport intérieur pour remplir les taux de remplissage d'un vol long courrier. Pour compenser, Swiss s'est associé aux chemins de fer fédéraux suisses pour construire le réseau Air Rail. Dès 2026, ce système intègre plus de 20 destinations à travers la Suisse et l'Allemagne dans le système de réservation de Swiss, ce qui permet aux passagers de réserver un billet unique directement vers leur destination intercontinentale via l'aéroport de Zurich. C'est une solution de contournement élégante. Mais cela reste une solution de contournement. Le désavantage fondamental demeure. Et la géographie concurrentielle aggrave la situation. Zurich est entouré de méga hubs. Francfort se trouve à 300 km au nord. Munich à 310 km à l'est. Milan-Malpensa est juste au sud, de l'autre côté des Alpes. Les passagers situés aux frontières de la Suisse peuvent choisir entre 4 ou 5 hubs alternatifs à quelques heures de trajet terrestre. Sans vol intérieur pour verrouiller la demande, Swiss doit gagner chaque passager sur la qualité du produit, la précision des horaires et la compétitivité tarifaire en concurrence avec des hubs disposant de zones de chalandise naturelles beaucoup plus vastes, mais surtout de contraintes opérationnelles bien plus clémentes. Mais ces méga-hubs de Francfort et Munich, ils font tous partie du groupe Lufthansa, dont Swiss fait également partie. Si un passager n'est pas satisfait de ce que Lufthansa propose via Francfort, il peut réserver un billet unique sur un vol suisse à destination, par exemple de Newark. Les coûts de main-d'œuvre suisse ne sont pas seulement élevés selon les standards européens. Ils appartiennent à une catégorie entièrement à part. Le droit du travail suisse, les attentes sociales et le coût de la vie exorbitant à Zurich rendent impossibles les modèles de dotation en personnel ultra allégés. La compagnie aérienne rivalise avec des transporteurs dont les coûts d'équipage ne représentent littéralement qu'une fraction des siens. Cette disparité s'étend au-delà du cockpit et de la cabine. L'assistance en escale, la maintenance, l'ingénierie et les fonctions administratives supportent toute la prime de coût suisse. Chaque mécanicien, chaque régulateur, chaque agent d'embarquement coûte plus cher que son homologue à Francfort, Madrid ou Amsterdam. La devise amplifie le problème. Swiss perçoit une part importante de ses revenus en euros et en dollars, mais rémunère son personnel en francs suisses. Lorsque le franc se renforce, les revenus reconvertis dans la monnaie nationale diminuent tandis que les coûts restent fixes. Il s'agit d'un vent contraire structurel qu'aucune optimisation de la planification ne peut résoudre. Comme si les désavantages structurels ne suffisaient pas, Swiss traverse actuellement la crise de fiabilité d'aéronefs la plus grave de son histoire. Les moteurs à soufflante à engrenage Pratt & Whitney PW1500G qui équipent la flotte d'Airbus A220 souffrent d'une durée de vie sur elle inférieure aux prévisions. La chaîne d'approvisionnement mondiale n'est pas parvenue à produire suffisamment de moteurs de remplacement. Les prestataires de maintenance ne peuvent pas remettre les appareils en service assez rapidement. Pour Swiss, l'impact a été dévastateur. La compagnie exploite 30 A220, 9 de la plus petite variante, l'A220-100, et 21 de la plus grande, l'A220-300. Face à une situation où les moteurs tombaient en panne plus vite que les remplacements ne pouvaient arriver, Swiss a pris une décision extraordinaire. La compagnie a immobilisé au sol l'intégralité de sa flotte d'A220-100 fin 2025, soit les 9 appareils, et a commencé à cannibaliser leurs moteurs pour maintenir les 21 A220-300 en exploitation. Il ne s'agissait pas d'une mesure temporaire. L'immobilisation s'est prolongée pendant plusieurs mois et certains des A220-100 sont désormais revenus en service. 9 appareils représentant un tiers complet de la flotte d'A220 transformés en entrepôt de pièces détachées. Malgré tous les désavantages, malgré le couvre-feu, les coûts et les avions cloués au sol, Swiss demeure la compagnie aérienne la plus rentable du groupe Lufthansa. Et de loin.
En 2025, Swiss a affiché une marge opérationnelle de 9,3%, générant environ 630 millions d'euros de bénéfices d'exploitation pour un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros. Le transporteur phare, Lufthansa, a réalisé une marge opérationnelle de 0,9%. Eurowings a atteint 4,3%. Austrian Airlines, 3,2%. Brussels Airlines, 1,7%. La portée de cette disparité ne tient pas aux compétences de gestion de Swiss, ni véritablement à l'efficacité opérationnelle. La seule stratégie viable, c'est une différenciation premium radicale. Swiss doit facturer davantage et doit justifier de facturer davantage. C'est pourquoi la compagnie investit plus d'1 milliard de francs suisses par an dans son produit cabine Swiss Senses et dans son programme de modernisation des Airbus A350. La cabine premium est le seul moteur économique capable de générer un rendement suffisant pour couvrir simultanément les coûts de main-d'œuvre suisses, les redevances aéroportuaires suisses, les surtaxes de bruit suisses et l'exposition aux francs suisses. La rareté des options constitue la stratégie. La capacité limitée par les couvre-feux crée de l'exclusivité. Les coûts élevés imposent un positionnement premium. L'absence de marché intérieur impose une gestion agressive du rendement international. Les contraintes suisses ne façonnent pas seulement le modèle d'affaires de Swiss, elles sont le modèle d'affaires. La compagnie poursuit des gains de productivité grâce à la numérisation, à une planification allégée des équipages et à des rotations plus rapides. Non pas parce qu'il s'agit de concepts innovants, mais parce qu'en Suisse, la marge entre la rentabilité et l'effondrement se mesure en minutes à la porte d'embarquement et en francs par passager kilomètre. Il faut également tenir compte de ceci. Les consommateurs suisses ont les moyens de payer un prix premium pour le transport aérien, ce qui soutient les résultats de Swiss. La plupart des compagnies aériennes européennes observent la tarification premium de Swiss et supposent qu'elles pourraient la reproduire en améliorant leur propre cabine. Mais elles ont tort, et la raison révèle quelque chose de fondamental sur les dynamiques concurrentielles. L'autorité de la marque Swiss découle directement des contraintes auxquelles elle survit. La précision suisse, la qualité suisse, l'exclusivité suisse ne sont pas des inventions marketing. Ce sont les sous-produits d'un environnement opérationnel ne permettant rien de moins. Pendant ce temps, les pressions structurelles s'intensifient. Les coûts du marché des quotas d'émissions augmentent. Les redevances aéroportuaires grimpent. Les motoristes ne parviennent pas à livrer des groupes motopropulseurs fiables. Chaque concurrent qui observe Suisse voit une compagnie piégée par la géographie, la réglementation, l'économie. Ce qu'il ne voit pas, c'est que le piège, c'est aussi un rempart. Aucune compagnie à bas coût ne peut exploiter rentablement une base en Suisse à long terme. EasyJet Switzerland existe, mais elle opère sous les mêmes structures de coûts, les mêmes couvre-feux, les mêmes dépenses libellées en francs. En 2001, Swiss Air s'est effondrée. La compagnie avait acquis des participations dans Sabena, AOM et d'autres transporteurs en difficulté et hémorragiant des capitaux pour bâtir un réseau que la géographie lui refusait. La stratégie relevait du désespoir travesti en ambition. Cette stratégie a coûté plus de 17 milliards de francs suisses de dettes cumulées et les moyens de subsistance de dizaines de milliers de personnes. 25 ans plus tard, Swiss incarne l'exact opposé. Non pas une compagnie qui cherche à échapper à ses contraintes, mais une compagnie qui a appris à en faire une arme. Le positionnement haut de gamme, l'investissement produit radical, l'intégration air-rail avec les chemins de fer fédéraux suisses, l'obsession implacable du rendement au détriment du volume. Chaque élément de la stratégie existe parce que la Suisse ne laissait aucune autre voie viable. La compagnie a tout de même dégagé 502 millions de francs suisses de bénéfices d'exploitation en 2025 dans des conditions qui mettraient en faillite la plupart de ses concurrents européens. La question n'est pas de savoir si la Suisse est le pays le plus difficile d'Europe où exploiter une compagnie aérienne. Cela saute aux yeux au vu des couvre-feux, des coûts, des moteurs cloués au sol et de l'absence de marché domestique. La question est de savoir si le reste de l'industrie aérienne européenne comprend que ce sont précisément les conditions suisses qui rendent Swiss si difficile à concurrencer. Les contraintes qui auraient dû la tuer sont celles-là même qui en ont fait le transporteur le plus rentable de son groupe. La question n'est pas de savoir si l'aviation suisse peut survivre à son environnement opérationnel. C'est de savoir si le reste de l'Europe prête réellement attention à ce que cette survie signifie vraiment.